Notre invité à 23h30, c'est Manuel Bompard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc coordinateur national de la France Insoumise, député des Bouches-du-Rhône. On vous laisse projeter avec vous sur la mobilisation du 18 septembre. C'est donc jeudi, 800 000 personnes attendues. C'est le double des premières estimations du renseignement. Vous appelez-vous à manifester à la France Insoumise. C'est une responsabilité quand même, 800 000 personnes. C'est d'abord une très bonne nouvelle. Et moi, j'espère qu'il y en aura encore davantage. À la manifestation de la semaine dernière, les premiers chiffres qui avaient été indiqués la veille, finalement, ça a été le double, le nombre de participants. Donc j'espère qu'il y aura encore plus que 800 000 personnes. J'espère que le mouvement de grève aussi sera suivi. Parce que je crois que pour se faire entendre aujourd'hui, face à un pouvoir qui manifestement ne tient pas compte en fait des avis qui sont exprimés par les citoyens. Effectivement, il faut participer à des manifestations. Est-ce que vous craignez des risques de débordement? Il y a visiblement des risques de troubles à l'ordre public. C'est quelque chose que vous redoutez? Non, je crains pas. Je souhaite pas qu'il y en ait, évidemment. Et moi, j'ai toujours dit, je l'ai dit la semaine dernière et je l'ai dit à chacune de ces mobilisations, que pour se faire entendre, il faut que cette mobilisation, elle soit pacifique, elle soit non violente. Parce que je vois bien comment une partie du pouvoir politique, M. Retailleau la semaine dernière, cherche tout de suite à essayer au contraire d'instrumentaliser d'éventuelles violences, même si elles sont extrêmement minoritaires, qui pourraient avoir lieu dans ces manifestations. Et je vois bien aussi parfois comment il y a une forme de gourmandise médiatique, c'est-à-dire que s'il y a une poubelle qui brûle pendant la journée, enfin, je crains que vous parliez beaucoup de ça et un peu moins de revendications de la manifestation. En l'occurrence, ce sont les informations des renseignements. On craindrait la présence de groupuscules d'ultra-gauche qui essaieraient d'infiltrer les cortèges officiels ce jeudi. Est-ce que dès maintenant, en amont, vous lancez un appel au calme? Je pense que j'ai été clair sur mon souhait, mais vous savez, je pense qu'il ne faut pas résumer la manifestation qui va avoir lieu jeudi à ça. Je pense que l'immense majorité et la quasi-intégralité des personnes qui ont l'intention d'aller manifester ou faire grève jeudi le feront de manière pacifique, comme à chaque fois en vérité. Yves Tréhard. Mais vous attendez quoi de cette manifestation? Parce que vous étiez derrière la manifestation du 10... Derrière, on a appuyé. Non, mais vous avez appuyé. Là, vous appuyez également. Oui. C'est une manifestation un peu différente, puisque là, c'est à l'appel des syndicats, Oui. c'est de l'intersyndicale. Qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation? De faire plier le gouvernement pour qu'il applique une politique qui serait conforme à vos vœux? Pas à mes vœux, aux vœux des personnes qui vont être dans la rue. Mais qui sont pas très loin de ce que vous exprimez. Oui, je pense, oui. Écoutez, je pense que... C'est-à-dire plus de pouvoir d'achat. Plus de pouvoir d'achat, plus de justice fiscale, plus de justice sociale, plus de démocratie aussi, parce que je crois que la nomination de M. Lecornu, elle a été ressentie à juste titre par une très grande partie des Françaises et des Français comme un déni de démocratie. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu des votes, les macronistes ont été largement battus, et depuis, M. Macron s'entête à maintenir au pouvoir des gouvernements qui sont des gouvernements minoritaires. Vous allez jusqu'à dire que Sébastien Lecornu est un Premier ministre illégitime? Du point de vue de sa légitimité populaire, oui. Mais est-ce que c'est pas un peu dangereux de dire ce genre de choses quand on est un responsable politique au vu du climat actuel, de la colère actuelle? Est-ce que vous pensez pas que c'est un peu dangereux de nommer comme Premier ministre un macroniste alors qu'ils ont perdu les dernières élections et que les deux gouvernements macronistes qui ont été nommés depuis un an ont tous les deux été renversés par l'Assemblée nationale? Moi, ce que je trouve dangereux, c'est de continuer à essayer d'imposer... Michel Barnier n'est pas totalement macroniste, M. Bompard. Il était soutenu par les macronistes et par ce qu'ils appelaient le socle C'est juste de commun, rectifier l'étiquette. le bloc central. Pas de problème, monsieur Jeudi, mais admettez l'idée que du point de vue des orientations politiques qui étaient menées, c'était des orientations Ça s'appelle une politiques coalition. très proches des orientations politiques du gouvernement précédent et du gouvernement de M. Bayrou ensuite. On ne peut pas dire qu'il y a eu des ruptures avec la politique macroniste, avec la nomination de M. Barnier. Alors que précisément, le résultat des élections, c'était une demande de rupture. Et donc, c'était pas si clair que ça, pardonnez-moi, c'était pas si clair que ça. La gauche n'avait pas de majorité absolue non plus en 2024, on va pas revenir là-dessus. Vous avez raison, mais ce qui était très clair et là qui ne souffre d'aucune contestation, c'est que les macronistes avaient perdu la moitié de leurs députés, étaient arrivés en 3e position et que la politique du président de la République avait été largement battue. Ça, je pense que personne ne peut le contester. Et vous souhaitez quoi alors? Qu'est-ce que vous souhaitez? Moi, je souhaite augmenter le rapport de force avec monsieur Macron. Pour que M. Lecornu démissionne. Monsieur Lecornu démissionne. Il n'y a pas besoin qu'il démissionne. Nous, on va déposer, vous le savez, une motion de censure. Mais je souhaite effectivement que monsieur Lecornu et son gouvernement tombent pour qu'enfin on puisse avoir une politique différente. Et comme je raconte pas d'histoire aux gens, on a déjà eu l'occasion d'en débattre d'ailleurs avec monsieur Tréhard. Moi, je pense pour qu'il y ait une rupture avec la politique macroniste,
à la fin, ça passe par le départ du président de la République. Donc finalement, c'est ça, je dis. C'est faire pression pour qu'Emmanuel Macron parte. C'est d'abord des revendications de rupture d'un point de vue politique, donc des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Ça, on a plutôt l'impression que c'est un peu une posture, mais que parce qu'il y a des négociations à Matignon en ce moment, vous ne voulez pas y prendre part. En revanche, vous faites des manifestations pour le départ d'Emmanuel Macron. Précisément parce que je sais très bien que la nomination de M. Lecornu est en elle-même un signal d'une continuité d'une même politique. Donc il faudra bien qu'il y ait une mobilisation populaire très forte pour obtenir un changement de politique. Votre mot d'ordre, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon l'avait dit le 10. Le mot d'ordre de l'intersyndicale, ce n'est pas ça. Quelle prolongation il peut y avoir à cette journée? Parce qu'on a l'impression que c'est un one-shot, comme on dit, entre guillemets. Moi, je sais et que derrière, qu'est-ce qui se passe? D'abord, moi, je ne souhaite pas que ça soit un one-shot. Après, les organisations syndicales, si elles veulent poser d'autres dates, elles le feront. Nous, je dis ça parce que l'intersyndicale n'a pas fixé comme objectif le départ du président de la République comme vous le faites. Mais évidemment, mais ce n'est pas les revendications des organisations syndicales de rentrer dans le champ politique. Les organisations syndicales, elles posent des revendications sociales qui partent, y compris des revendications des salariés. L'augmentation des salaires, le fait qu'il y ait encore une fois davantage de justice fiscale, par exemple le fait que le gouvernement fasse enfin quelque chose contre la multiplication des plans de suppression d'emplois. Ça, c'est ce que demandent les organisations syndicales, c'est dans leurs revendications. Et moi, ce que je dis, c'est que pour obtenir ces revendications, ça passe par la rupture avec la politique macroniste et donc par le départ du président de la République. Mais encore une fois, pardonnez-moi, on a eu beaucoup de témoignages de Français qui ont manifesté le 10 septembre et qui ont témoigné sur notre antenne, qui n'appelaient pas au départ d'Emmanuel Macron. Ils nous disaient non, nous on respecte finalement les règles. On en a eu plusieurs. Je vous propose de revisionner les émissions de la semaine dernière, Manuel Bompard. Et par contre, ils avaient des revendications très claires sur ce sentiment d'injustice, de déconnexion avec les élus, de salaire trop bas. C'était ça les vraies revendications, plus que le départ d'Emmanuel Macron. D'abord, pardon, c'est votre vision des choses, mais moi qui ai participé aux mobilisations du 10 septembre, je peux vous dire que sur les pancartes, sur les slogans qui étaient scandés dans ces manifestations, je ne crois pas que c'était des déclarations d'amour pour le président de la République, Emmanuel Macron. Ou alors vous me montrerez ces pancartes. Mais c'était 200 000 personnes. Moi, personnellement, je ne les ai pas vues. Attendez, je vais venir après sur ça si vous voulez. Maintenant, je ne dis pas une chose différente de ce que vous êtes en train de dire. Je dis que évidemment que le point de départ des mobilisations, c'est d'améliorer sa vie. D'améliorer la situation de la société et que pour ça, il faut avoir des revendications en termes d'augmentation de salaire, par exemple, augmentation du SMIC. Il faut avoir des revendications pour faire en sorte que les efforts budgétaires pèsent sur les plus riches, sur les plus hauts revenus, sur les plus hauts patrimoines et pas sur l'ensemble des Françaises et des Français. Ce que je vous dis à la fin, du point de vue du responsable politique que je suis, c'est que pour obtenir la satisfaction de ces revendications, je pense que c'est ni M. Lecornu ni M. Macron qui pourra les mettre en œuvre. Manuel Bompard, Jean-Luc Mélenchon s'est présenté comme un spécialiste de la bordélisation. Il l'a dit lui-même, c'est un mot, une expression qu'il expertise. Vous exagérez un peu. C'est une expression qu'il a utilisée. Sortez des phrases de leur contexte. Posez votre question. Est-ce que la bordélisation, par exemple, dans la rue, c'est-à-dire les revendications sociales, sont une étape avant le fait que vous déposiez une motion de censure à l'Assemblée nationale et que, vous employiez la méthode d'harcèlement pour que le gouvernement tombe. Pardon, monsieur Tréhard, excusez-moi, mais je suis obligé de corriger quand même quelque chose dans votre question. Dites-moi. Des manifestations, des revendications sociales, ce n'est pas de la bordélisation. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit que vous avez fait un parallèle entre les deux dans votre question. Je suis aussi, j'essaye d'être comme vous, très très tatillon sur le vocabulaire utilisé. Merci, je le prends comme un compliment. Voilà. Et la bordélisation, c'est pas un mot qui m'appartient. Je le connais pas ce mot. C'est un mot de Jean-Luc Mélenchon. S'il vous plaît. Enfin, juste une chose. Pardon, mais la bordélisation, si vous voulez qu'on utilise ce terme du pays, je crois qu'on l'a sous les yeux aujourd'hui et je ne crois pas qu'elle soit de la responsabilité de la France insoumise. Des gouvernements qui tombent tous les 3 mois, une situation sociale qui est désastreuse. Je veux dire, on a atteint cette année un record historique de pauvreté. On n'avait jamais eu autant de pauvres dans ce pays que depuis les années 70. Le dérèglement climatique, on peut en parler si vous voulez. Bref, le bilan du chaos, aujourd'hui, c'est pas le bilan de la France insoumise, c'est le bilan du pouvoir en place. Donc moi, je ne souhaite pas le désordre, je souhaite au contraire qu'on puisse faire émerger une forme de stabilité, mais que cette forme de stabilité passe par la démission du président. Elle passe pas par l'entêtement à essayer de continuer à imposer au pays une politique qu'il ne veut pas. Mais sincèrement, vous y croyez en la démission du président Emmanuel Macron? Je crois qu'il faut augmenter le rapport de force, oui, bien sûr. Mais donc concrètement, vous croyez quoi? Qu'il va y avoir des manifestations telles qu'Emmanuel Macron va se sentir acculé et va se résigner à démissionner?
destitution, madame. On a déposé une procédure de destitution. Mais ça ne marche jamais. Attendez, madame, parce que, pardon, mais ça ne marche jamais. Il y a un mois, quand on a fait notre rentrée politique et qu'on a annoncé qu'on allait déposer une motion de censure pour renverser M. Bayrou, sur les plateaux de télévision, on me disait, mais de toute façon, vous allez être tout seul à vouloir renverser M. Bayrou. Donc, pardonnez-moi, mais un mois plus tard, ces remarques-là me font un petit peu rire. Sauf que c'était pas tout à fait la même chose, c'était le vote de confiance qui était vraiment pour le coup bien compris. Impossible. La motion de censure, il avait peut-être une chance de s'en sortir. Mais monsieur Jeudi, puisque vous êtes fort en mathématiques. Oui, vous allez vous moquer de moi. Non, je ne me moque pas de vous. Mais si, puisque vous êtes rigolez fort, déjà. Mais puisque vous êtes fort en mathématiques, ça vous a pas échappé que 2/3 des députés ont refusé la confiance à M. Bayrou. Oui. Et ça vous a pas échappé qu'il faut précisément 2/3 des parlementaires pour voter une motion de destitution. Oui, mais ils la veulent pas, justement. Pour l'instant. Pour l'instant. Et mais puis puisque l'article 68 de la Constitution, comme vous le savez, eh bien, exige certaines conditions pour que cette destitution soit conforme. Ça, monsieur Traore, on a déjà eu ce débat, et vous vous trompez, puisque précisément l'article 68 de la Constitution ouvre une démarche qui est une démarche politique. Et en fait, ceux qui doivent décider si une procédure de destitution à l'Assemblée nationale est valable ou pas, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Et le bureau de l'Assemblée nationale, l'année dernière, quand nous avons déposé notre procédure de destitution... Non, pas du tout. Au bureau de l'Assemblée nationale, ça a été jugé recevable. Ensuite, ça n'a pas été inscrit à l'ordre du jour parce que Mme Le Pen l'a empêché. C'est ça qui s'est passé l'année dernière. Donc, il n'y a pas de caractérisation juridique d'une procédure de destitution. C'est une procédure politique. On considère à un moment que le président de la République, en quelque sorte, a perdu toute forme de légitimité populaire et que les parlementaires peuvent lui dire, bah là, il faut s'arrêter. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va se faire du jour au lendemain. Je suis en train de vous dire que j'observe que l'année dernière, quand nous avons déposé cette procédure de destitution, nous étions 71 députés à la signer. Que la semaine dernière, quand nous l'avons redéposée, nous étions 104 députés. Donc j'observe qu'au fur et à mesure que les dénis de démocratie d'Emmanuel Macron se succèdent, il y a davantage de parlementaires, davantage de forces politiques aussi. Même si ça J'ai entendu reste... Mme Pécresse, qui n'est pas du tout une insoumise, dire que pour elle n'est pas pour la destitution, elle est pour qu'il démissionne. Elle considérait que la solution... Et puis j'ai entendu M. Lissner sur votre plateau il y a quelques jours dire la même chose. Mais donc il y a quand même... Et Jean-François Copé également, etc. Et il y a de plus en plus de gens qui disent si on veut sortir du blocage dans lequel on est, pour débloquer la situation, alors, ça passe par selon le votre procédure, il faut que vous continuiez à arrimer le Parti socialiste. Où en êtes-vous là? Est-ce que vous n'avez pas peur que le Parti socialiste, justement, vous tourne le dos et se rapproche du gouvernement de M. Lecornu? Peur, moi je suis pas là. Ils sont reçus demain. Je sais, je suis pas là pour avoir peur. Le Parti socialiste prendra ses décisions. Ce qui me semble évident, c'est que si le Parti socialiste veut être fidèle aux engagements qu'il a pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs, il ne peut pas se retrouver dans une forme de coalition avec les macronistes. Ça serait une traîtrise? Ça serait en tout cas un renoncement, une compromission par rapport aux engagements qui ont été pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Et pardon, mais vous parliez tout à l'heure de réactions de Français qui disent le monde politique est très déconnecté, etc. Une des choses qui rend cette situation-là et cette situation de crise démocratique, c'est le fait que les gens font des promesses pendant les élections et puis une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font l'inverse. Moi, pardon... C'est ce qu'a fait le Parti socialiste? Là, manifestement, s'il devait signer à la fin une coalition avec les macronistes, oui, c'est ce qu'il ferait. Ici, il aurait déchiré le programme qu'il a défendu devant les électrices et les électeurs l'année dernière. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut être fidèle au programme qu'on défend devant les électrices. Et si le Parti socialiste arrive dans les négociations, à mettre en place cette fameuse taxe Zucman ou aller dans ce sens-là, ce qui est un peu ce que vous demandez, vous l'avez dit vous-même, il faut taxer les ultra-riches. Voilà. Vous n'y verriez pas quelque chose de positif? Mais madame, si vous voulez, le problème c'est qu'à un moment, il ne faut pas reproduire tout le temps les mêmes erreurs. L'année dernière, après la chute de M. Barnier, le Parti socialiste a dit exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il nous dénigrait en disant il vaut mieux des petites avancées que des grands programmes. J'entendais leurs arguments l'année dernière. J'entendais ce matin M. Caner, président du groupe socialiste au Sénat, dire « Bon, disons la vérité, au mois de janvier, on s'est fait avoir et on n'a rien gagné et rien obtenu. » Alors bon, moi, je ne sais pas pourquoi le Parti socialiste, après s'être fait rouler dans la farine une première fois, a l'intention de se faire rouler dans la farine une deuxième fois. Visiblement, il y a un bouger quand même. Oui, même dans le camp macroniste, etc., on se dit peut-être qu'il n'y aura pas le choix, qu'il faudra bouger sur cette taxe-là, cette taxe Zucman. Mais madame, si il devait y avoir demain la possibilité de mettre en œuvre cette taxe Zucman, vous savez, la première fois qu'elle a été adoptée à l'Assemblée nationale, la taxe Zucman, c'était sur une proposition d'une députée de la France Insoumise. Donc moi, évidemment, je voterai pour la taxe Zucman. Mais il faut dire la vérité aux gens. Un budget, c'est un paquet complet. Et il peut y avoir la taxe Zucman dans le budget. Mais si en même temps, il y a le doublement des franchises médicales,
à laquelle je suis totalement opposé et que proposait M. Bayrou. Si dans le même temps, il y a la baisse des remboursements des médicaments pour les maladies de longue durée, que proposait M. Bayrou. Parce que M. Lecornu, pour l'instant, il a dit « je retire la suppression des 2 jours fériés ». De toute façon, mais le reste, il reste dedans. Vous voterez contre, on a compris, vous voterez contre quoi qu'il arrive et quoi que décide M. Lecornu. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas d'accord sur le diagnostic de fond qui est de réduire la dépense publique, qui est d'essayer de ramener la France à flot, parce qu'elle n'est pas à flot aujourd'hui, parce qu'elle a été dégradée à la fin de semaine dernière. Et donc, vous n'êtes pas d'accord sur le diagnostic. Donc, de toute façon, quoi qu'il fasse... Attendez, monsieur Jeudi, je ne suis ni d'accord sur le diagnostic, ni d'accord sur les propositions que met M. Bayrou puis M. Lecornu sur la table pour essayer de répondre à l'idée qu'ils se font du diagnostic. Je suis ni d'accord avec l'un, ni d'accord avec l'autre, pour plein de raisons. Mais précisément parce qu'une politique d'austérité budgétaire ou de compression des investissements publics va renforcer les difficultés économiques du pays. Parce que quand vous êtes dans un pays dans lequel la moitié de la croissance est tiré par la consommation populaire. Dans votre forum, tout à l'heure, là, j'écoutais... il y avait une personne qui disait « je suis restaurateur ». Ben, moi, les gens, quand ils viennent au restaurant, ils n'ont plus les moyens de consommer. Que tout le monde comprenne. Si votre politique économique, c'est une politique qui se traduit par une baisse du pouvoir d'achat, ben à la fin, c'est des restaurateurs, c'est des artisans, c'est le milieu économique qui souffre aussi. Et les difficultés économiques, elles vont être encore grandissantes. Donc, la réponse que fait M. Lecornu et M. Bayrou au diagnostic qu'ils posent, est une mauvaise réponse qui va aggraver encore les difficultés. Est-ce que vous entendez ceux qui disent, en calculant la chose, c'est que si les salaires sont si bas en France, c'est que, eh bien, il y a une charge fiscale qui est trop forte dans notre pays. En baissant la charge fiscale, vous augmentez, eh bien, les salaires nets des salariés. Je vais répondre à votre question. Cette équation, elle est entendable, elle est audible. Alors, je vais répondre à votre question, mais je crois que Mme Diallo ne peut pas l'empêcher de parler quand même. Bien sûr, donc on répondait à la question du Tréhard et ensuite ce sera Rokhaya Diallo. Je lève le doigt, je suis polie. Donc oui, Rokhaya est très polie et les deux à côté là sont indisciplinés. Rapidement pour que Mme Diallo puisse parler, mais juste, en fait, on a déjà eu à plusieurs reprises ce débat. Je pense que c'est une manière, pardon, le prenez pas mal, mais de vendre un peu des illusions aux gens. C'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'en réduisant l'écart entre le net et le brut, finalement, ils vont y gagner. Sauf que la vérité, c'est que ce qu'il y a entre le net et le brut, ça permet de financer notre système de protection sociale, ça permet de financer nos retraites. Que si vous réduisez ça, ça veut dire qu'à la fin, vous avez une protection sociale de moins bonne qualité et vous avez des retraites qui sont plus faibles. Et donc, à la fin, dans les pays, parce que souvent on nous compare à l'échelle internationale, mais dans les pays où il y a moins de prélèvements publics, puisque c'est le terme qu'on emploie. Mais à la fin, vous êtes obligé d'aller vers des systèmes d'assurance privée pour la santé. Vous êtes obligé d'aller vers des formes de retraite par capitalisation. Et à la fin, ça se traduit pas par un bien vivre qui soit meilleur pour les Français et les Français. Je le crois pas. Par exemple, vous savez que si vous intégrez l'ensemble des mutuelles au système de la sécurité sociale aujourd'hui, vous allez faire des économies. Parce que les mutuelles, elles doivent aussi, par exemple, avoir des frais de gestion. Elles doivent aussi avoir de la publicité, qui sont des frais que la sécurité sociale n'aura pas. Rokhaya Diallo. Alors, si on imagine que vous obteniez ce que vous souhaitez, à savoir la destitution d'Emmanuel Macron ou sa démission pour X raisons, sachant le contexte qui est quand même assez différent de celui de l'été dernier où on a effectivement des personnes qui ont fait front contre le Rassemblement national. Il y avait une gauche qui apparaissait comme étant beaucoup plus unie et aujourd'hui on entend dans les différentes interrogations qu'il y a des gens qui ne croient plus à ce front en opposition avec le Rassemblement national et que votre parti, votre mouvement a été extrêmement diabolisé dans les médias. Qu'est-ce que vous attendez en fait des suites? Est-ce que vous pensez que vraiment le contexte vous serez favorable ou est-ce que vous ne pensez pas que justement il y a que l'opinion française est quand même très très perméable aux idées du Rassemblement national et de droite? Le Rassemblement national, depuis des années et des années, a fait des scores qui sont des scores importants, c'est une évidence. Qui progressent de manière régulière. Mais maintenant, le principe de la démocratie, c'est que si vous êtes pour des élections, vous devez à la fin essayer de les gagner. Mais c'est pas parce que vous allez reporter l'élection présidentielle dans 1 an ou dans 2 ans que le problème va être moins important dans 1 an ou dans 2 ans. Donc moi, je souhaite qu'il puisse y avoir un grand moment démocratique. Et dans ce grand moment démocratique, après, il faut être meilleur que les autres, il faut convaincre, il faut faire la démonstration que le programme politique que vous proposez est un bon programme politique pour le pays. Et on peut y arriver. Parce que vous dites que le contexte était moins favorable aujourd'hui que l'année dernière. Mais pardon, mais quand il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale au lendemain des élections européennes, tous les sondages,
Je me rappelle qu'il y a eu Oui. 27 sondages. 27 sondages sur 27 disaient que l'extrême droite allait avoir le plus grand nombre de députés Sauf à que l'Assemblée là- nationale. C'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une campagne, parce qu'on a convaincu, parce Oui. qu'on a entraîné du monde, Sauf parce que qu'on a le entraîné des fait gens. est, Emmanuel Bompard, que vous avez des difficultés à rassembler la gauche derrière vous. Ça rejoint la question d'Hervé qui nous regarde. Oui. Question pour Manuel Bompard. Si LFI n'arrive pas à rassembler la gauche, comment pourrait-elle rassembler la France en cas de victoire aux élections? Mais d'abord, rassembler, moi je souhaite rassembler celles et ceux qui continuent à vouloir être rassemblés. En ce qui me concerne, je n'ai pas jeté à la poubelle le programme du nouveau Front Populaire, qui est le programme que nous avons défendu l'année dernière. Non mais par exemple, Donc, on s'il était assez devait y avoir- surpris de voir la réaction de la France Insoumise quand il était question peut-être de la nomination d'un Premier ministre socialiste à Matignon. LFI a dit « Ah ben non, on censure. Non, non. censure la gauche à Matignon. » Non, c'est pas ce qu'on a dit. Il faut C'est ce que vous avez sous le dit. contrôle de M. Tréhard qui est précis. D'abord, pardon, c'est pas la France Insoumise qui a ouvert le bal de ces soi-disant divisions. C'est le Parti Socialiste qui a dit nous on est prêt à faire un gouvernement et il n'y aura pas de ministre insoumis, les insoumis on les mettra sur le côté. Puis deuxièmement, Mais et vous c'était ça l'avez le point. accepté l'année dernière, en fait. Vous aviez accepté l'idée d'être. Non, on avait de passer posé à une l'écart. on a, En tout oui, cas, vous aviez accepté cette vous condition. avez raison. Oui, il y a eu une Mais- évolution, là. Non, il n'y a pas eu une évolution. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, l'année dernière, les choses étaient très claires. La gauche disait, on veut constituer un gouvernement qui aura comme base gouvernementale le programme du nouveau Front Populaire. Et alors, à l'époque, nous avons dit, nous, on ne fait pas de la politique pour des places ou pour des postes. Si on a une garantie que le programme du nouveau Front Populaire peut s'appliquer, on est prêt à ne pas rentrer au gouvernement, puisque les macronistes utilisent l'éventuelle présence de ministres insoumis pour expliquer pourquoi ils ne voulaient pas nommer la candidate du nouveau Front Populaire. Le Parti Socialiste a fait une démarche très différente, a pris le programme du nouveau Front Populaire, l'a mis à la poubelle, a inventé un autre programme, en gros, dans lequel il y a quoi? Il reste un quart à peine des engagements Mais parce qu'on a qu'ils pris ont devant les compris électrices et la les électeurs. nécessité de devoir faire des compromis Ah bah, ils ont tellement bien pour compris, trouver des madame, que vous avez majorités, vu qu'ils se retrouvent Emmanuel Premier Bompard. ministre d'ailleurs, ça vous a pas échappé. Donc vous voyez, c'est vachement intelligent comme démarche, ça a vachement marché d'ailleurs. Mais n'appliquer que le programme du NFP, ça ne marcherait pas non plus. Mais en fait, personne n'a dit. C'est bizarre qu'on n'arrive pas à s'entendre sur ce sujet. Ce qu'on a dit l'année dernière, et que moi, j'en enlève pas une seule ligne, c'est de dire vous avez un gouvernement. Et la base politique de votre gouvernement, c'est le programme sur lequel les électrices et les électeurs vous ont élus. Tout le Et programme, rien que le programme. c'est ce qu'on a dit, et je reste. Jean-Luc Mélenchon, là. Et je reste personnellement sur cette formule. Et ensuite, comment fonctionne le débat parlementaire à l'Assemblée nationale? Je prends un exemple. Bah, ça peut pas bien fonctionner parce qu'au départ, vous attendez. posez une rigidité qui Mais pas est tout du le tout. programme, rien que le programme. Mais- Or, lorsque vous êtes dans Non. une situation politique fragmentée, il faut Mais- forcément faire des pas Pardon, l'un vers mais- les uns vers les autres, sinon ça ne peut pas c'est- fonctionner. Mais Bruno Jeudi, c'est pas, ils se font dans le débat parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est ça que j'aimerais bien arriver à vous convaincre de ça. Vous pouvez avoir une base gouvernementale où, par exemple, vous avez une proposition de loi qui est issue de votre programme, vous la soumettez au débat des parlementaires. Et ensuite, vous laissez vivre la démocratie parlementaire. Et dans cette démocratie Mais parlementaire, pardon, puisque mais vous n'êtes pas majoritaire, est-ce que vous il y a n'êtes des pas un peu compromis qui naïf vont se là-dessus? constituer. Vous comprenez la différence? Et alors, si après vous avez l'impression que votre programme a été complètement dénaturé, vous avez tout à fait la possibilité de retirer votre proposition de loi parce que vous dites elle est plus compatible avec ce que j'avais défendu. Mais ce n'est pas pareil de dire il y a une base programmatique, c'est celle sur laquelle on a été élu parce que je crois à la parole donnée devant les électrices et les électeurs, et de dire ensuite il y a le débat parlementaire Oui. parce que je suis Mais démocrate. le débat aurait bloqué, c'est ça qu'on essaie de vous dire nous. Eh ben, si le débat avait bloqué, peut-être que notre gouvernement aurait été censuré. C'est Eh ben, probable. c'est la vie démocratique. Mais comment ça fonctionne dans toutes les autres démocraties occidentales? La coalition qui arrive en tête au soir des élections, vous lui demandez de constituer un gouvernement, elle vient devant l'Assemblée. Oui, mais Si l'objectif l'Assemblée là est n'en de veut pas- débloquer justement cette oui, mais- situation. Il n'y a pas de majorité dans le pays, d'où la nécessité de compromis. Ben- Et vous êtes là à dire c'est le Non. programme du NFP et rien que le programme du NFP. Mais Vous avez dit regardez, je suis à nouveau sur cette ligne, toujours Vous sur allez, cette vous ligne. allez peut-être, finalement, à la fin de la discussion, vous allez peut-être rejoindre ma proposition d'organiser une élection présidentielle anticipée. Parce que précisément, la situation de l'Assemblée nationale empêche cette stabilité. Et que donc, si vous voulez débloquer cette situation, ça passe pas par une dissolution ou par le fait de s'entêter à imposer des gouvernements minoritaires. Ça passe par le fait qu'il y a un grand moment démocratique dans le pays et que les Françaises et les Français Un choisissent grand dans moment quelle direction ils démocratique veulent dans aller. le pays qui sera quand même escamoté parce que vous savez très bien qu'une élection présidentielle anticipée, c'est une période de campagne qui est raccourcie et qui, à mon avis, escamotera largement votre Mais grand l'année débat. dernière, la période de la campagne législative, franchement, moi je trouve pas qu'elle ait été De escamotée. fait, il n'y a pas eu vraiment de confrontation de projet. Oh, c'est pas vrai, monsieur Jeudi. Si, On a eu des, quand même. on a Et eu une des présidentielle, débats. c'est autre chose que des législatives. Mais très bien, mais monsieur Macron, il peut aussi dire je vais démissionner dans 2 mois, il n'y a pas de problème, si vous voulez laisser plus de temps. Mais moi, vrai je que vous crois qu'on a besoin de ça. Vous êtes en campagne permanente, vous, de toute manière. Oui, Alors, c'est justement, à ce propos, parce qu'il y a C'est des, la politique, il y a ça. des C'est municipales convaincre, aussi. Il y a des municipales aussi. Comment vous allez affronter ces municipales, ou les aborder plutôt que les affronter, avec justement
un dialogue qui paraît assez compliqué avec le Parti socialiste. Est-ce que vous allez faire cause commune avec les communistes et les écologistes? Comment ça se présente? Bon, avec les socialistes, je ne veux pas vous cacher que j'ai entendu qu'il disait, j'ai entendu le candidat socialiste à la mairie de Paris dire il n'y aura d'alliance avec la France insoumise ni au premier ni au deuxième tour. Oui, alors. Donc ça, je suis obligé de prendre acte. C'est pas mon choix, mais je suis obligé de prendre acte. Pour le reste, nous préparons la possibilité de présenter des listes sur la base d'un programme, parce que pardon, mais la politique, c'est pas juste des accords politiciens, c'est des accords programmatiques. Et si d'autres formations politiques sont disponibles pour porter avec nous ces programmes dans un certain nombre de villes, nous le ferons avec eux. Donc oui, il y aura parfois des listes communes avec les écologistes, parfois des listes communes avec les communistes. Parfois, peut-être qu'ils voudront pas et que ça sera des listes de la France insoumise. C'est au cas par cas, alors. Mais la cohérence, elle est programmatique. C'est-à-dire qu'on souhaite, dans toutes les villes, défendre des mesures programmatiques qui sont des mesures programmatiques communes. Je donne un globalement, exemple. on va plutôt assister. La gratuité de la cantine scolaire, parce que dans plein de villes, moi, vous savez, je suis élu de Marseille, il y a beaucoup de Ça familles. existe déjà dans plusieurs villes, quand même. Mais pas partout. Pas partout. Et bon, peut-être qu'il n'y en a pas besoin partout. Moi, par exemple, ça n'existe pas dans la ville dont je suis le député. Et je peux vous dire que le nombre de familles pour qui parfois le repas à la cantine, c'est le seul repas de la journée et qu'il y a des difficultés financières pour y accéder, c'est important. Et moi, par exemple, ça, c'est une mesure qu'on défendra dans la campagne des élections. Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y en a peut-être pas besoin de manière égale dans toute la ville. Voilà, il faut aussi peut-être gérer les choses avec dans une grande ville surtout. Non, mais on pourra en débattre. Après, on va faire un débat municipal. Mais non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une bonne mesure. À vous entendre, on va donc assister à des duels fratricides à gauche, qui aboutiront dans beaucoup de cas, au fait que vous allez sans doute faire chuter des villes socialistes. C'est bien ça la stratégie? Mais non, c'est pas ça la stratégie. Vous avez mal compris, monsieur Jeudi, ce que j'ai dit, je crois. Voilà, il faut que je le répète. Vraiment, on comprend mal ce soir. Non, c'est juste que vous pouvez reprendre tous mes propos. Je crois pas avoir dit que mon objectif était Bruno a quand même de faire chuter des mairies socialistes. Par exemple, à Montpellier, j'ai l'impression que c'est bien parti pour faire chuter le maire sortant. Mais pourquoi le faire chuter? Le maire sortant, il n'est pas propriétaire de la ville. Non, il n'est pas propriétaire de la ville. Donc il y a une élection, et dans cette élection, la France insoumise, elle a peut-être le droit, dans une ville dans laquelle elle a fait plus de 25% aux dernières élections européennes toute seule, de considérer que peut-être que les habitantes et les habitants de cette ville, ça les intéresse d'avoir une ville dirigée par un maire ou une maire insoumise. Et c'est, je sais pas, le Parti socialiste, c'est pas parce qu'il dirige Montpellier, mais c'est vrai pour le LR, c'est vrai pour d'autres partis, qu'ils en sont propriétaires à vie. Vous êtes d'accord? On est dans une démocratie. On voit bien qu'il y a quand même un problème qui se pose à gauche, singulièrement. Mais d'ailleurs, ce n'est pas valable seulement pour le Parti socialiste. Je crois qu'à Bordeaux, le maire écologiste est un peu sur la même. Oui, mais Bruno Jeudi, si vous voulez, je vous réponds comme ça, parce que, par exemple, les Insoumis, ils auront une liste à Toulouse. Et Toulouse, c'est une mairie de droite. Et vous me dites pas, votre volonté, c'est de faire tomber les mairies de droite. Si, ma volonté, c'est aussi de faire tomber les mairies de droite. Je parle des duels fratricides parce que quand même, la gauche gère beaucoup de grandes villes, beaucoup plus que la droite, si on s'en tient aux grandes villes. Elle en gère certaines. Elle en gère majoritairement plus. Donc il y a un risque que beaucoup de villes de gauche c'est sûr que si le Parti socialiste reste sur la position qu'au deuxième tour des élections, et ne veulent pas faire d'alliance ou soutenir la France insoumise sur le deuxième tour, c'est clair que ça risque de conduire à ce que des villes passent à droite. Mais ça, parlez-en au Parti socialiste qui a dit ni au premier ni au deuxième tour. Par exemple, à Marseille, vous n'allez pas vous ranger derrière le printemps républicain. Alors, ça s'appelle pas le printemps républicain. Ça s'appelait le printemps marseillais à l'époque. Le printemps marseillais, pardon. C'est une liste dorénavant, ce qui est une liste du Parti socialiste. Le maire socialiste. Non, il y aura une liste insoumise, mais peut-être que cette liste. Ça sera qui d'ailleurs, monsieur Delogu? On verra, vous verrez dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On parle beaucoup de lui quand même, non? Vous confirmez? C'est une hypothèse, évidemment. Mais peut-être que cette liste, elle sera pas qu'une liste insoumise. Peut-être que ça sera une liste avec des écologistes, avec, je sais pas, des dissidents de la municipalité sortante. Je sais pas, les écologistes décideront de quel programme ils se sentent le plus proche. C'est pas moi qui vais décider à leur place. Mais ce que je veux dire, c'est que la France insoumise, elle n'a pas vocation à dire ça va être des insoumis et juste des insoumis partout. On fait avec ceux qui sont d'accord sur les mêmes bases programmatiques que les nôtres. C'est pas très surprenant ce que je dis, ça devrait être la base de la politique. D'abord, vous présentez un programme et ensuite vous défendez ce programme. Et est-ce qu'en cas de présidentielle anticipée, vous êtes pour une candidature unique à gauche? Non, en cas de présidentielle anticipée, je suis pour une candidature, on va dire, commune, avec toutes celles et ceux qui voudront faire commune autour de vous. D'abord sur la base d'un programme, pardon. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, le programme, encore une fois, pardon, je vais me répéter, mais le programme qu'on a défendu l'année dernière, je ne l'abandonne pas.
C'est le Parti socialiste qui Mais dit il qu'il n'y pourrait- a plus d'accord programmatique Est-ce possible que ce avec la programme France pourrait être insoumise. porté par quelqu'un d'autre à gauche, si vous êtes d'accord sur le fond? Je pense que vous ce imaginez programme, là, ce qui est quand même assez légitime et naturel au regard quand même, mais du fait qu'on a fait quand même 22% des voix à la dernière élection présidentielle et tout le reste de la gauche a fait moins de 5%, qu'aujourd'hui on dispose du groupe qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Je veux dire, je comprends pas trop pourquoi ça serait légitime, mais ça veut pas dire que la France insoumise, je dis à tous les autres, vous devez vous ranger derrière nous. Ça veut dire on peut faire une campagne commune avec un accord global. Il y a des élections législatives qui vont suivre. On peut même réfléchir à des compositions gouvernementales communes. Mais l'arithmétique la actuelle... primaire à laquelle certains veulent essayer de nous contraindre, tout le monde a compris que c'est pas vraiment une primaire, c'est une forme de piège ou d'embuscade, puisque à la fin il y a la moitié des gens qui sont candidats à cette primaire qui disent déjà que si on devait l'emporter, ils nous soutiendraient. En tout cas, c'est la seule façon de gagner, de vous unir à gauche. Et pour l'instant, c'est mal barré. C'est la seule façon de gagner, madame. Je pense pas que ce soit la seule façon de gagner. C'est sûr que s'il y a moins de candidatures, c'est plus facile. L'arithmétique Mais pour actuelle... gagner, il faut faire plus que de voix, c'est tout. L'arithmétique actuelle fait que s'il y a un seul candidat de gauche, ça doit être le candidat de la France insoumise, parce que vous êtes les plus nombreux à l'Assemblée nationale. C'est ce que vous avez dit. Moi, ça me semble naturel de dire que la candidature... Donc Jean-Luc Mélenchon, même s'il n'est pas député. Mais ça, en temps voulu, on vous dira qui sera notre candidat. Mais pardon, attendez, moi, j'ai pas de problème à débattre de ces questions d'union, etc. Mais je voudrais pas qu'on se trompe. Pour gagner, la question, c'est pas l'union des appareils. La question, c'est l'union du peuple. C'est ce qu'on appelle l'union populaire. Donc, pardon, mais à la dernière élection présidentielle, il n'y avait pas d'union et on a fait 22% des voix. Alors, vous allez me dire, ça ne vous a pas suffi pour vous qualifier au deuxième tour, c'est vrai. Mais il y a eu globalement une union assez large du peuple de gauche autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ce qui a été possible la dernière fois, je ne vois pas pourquoi ça ne peut pas être possible cette fois. Après, c'est vrai qu'il y avait sans doute trop de candidatures. Monsieur Roussel, par exemple, en maintenant sa candidature, nous a peut-être empêché de nous qualifier au second tour. Ça, c'est encore une fois, pardon, ce n'est pas de ma responsabilité. En attendant, alors là, on se projette un petit peu, on va revenir à une échéance plus proche. Il y a les négociations en cours, c'est ce qu'on disait, le PS qui est donc reçu demain matin, le RN également. Et il y a quand même quelques concessions qui ont déjà été faites. Vous avez vu que Sébastien Lecornu va mettre fin aux avantages à vie des ex-premiers ministres dès le 1er janvier prochain. Plus de chauffeurs, ni de voitures de fonction à vie pour les anciens locataires de Matignon, protection policière pour une durée limitée. Il y a une question de Raphaël. Pourquoi réduire les avantages des anciens ministres, mais pas aussi ceux des députés de l'Assemblée nationale et du Sénat? Est-ce qu'il faut aussi supprimer certains avantages des députés dont vous faites partie? Faudrait dire lesquels, mais moi je suis pas du tout opposé à l'idée qu'on puisse avoir une réflexion, y compris sur ce point. Il y a des avantages que vous estimez parfois un peu décalés par rapport à votre poste? Vous voyagez gratuitement sur les lignes de la SNCF. Ouais, mais par exemple, après, moi je veux bien qu'on discute de tout, mais il faut faire attention dans ce qu'on appelle avantage des députés. Par exemple, vous avez une partie de ce qu'on certains appellent avantage des députés, qui est une enveloppe qui vous permet qui travaille avec vous, des collaborateurs parlementaires. Bon, moi je veux bien qu'on discute de tout. C'est quoi, c'est 10 000 €, c'est pas. En plus, je vais vous dire sincèrement, les collaborateurs parlementaires à l'Assemblée nationale, ils touchent pas des salaires de fortune. Mais l'enveloppe globale, c'est 10 000 par mois. Ouais, c'est un peu plus de 10 000. En gros, vous pouvez embaucher 3 collaborateurs parlementaires. Alors, moi, je veux bien qu'on discute de ça, mais je pense qu'on a plutôt intérêt que les députés, ils travaillent sérieusement. Et pour travailler sérieusement, analyser des textes de loi, c'est du travail. Et les billets gratuits sur la SNCF? Ça, pareil, on pourrait le discuter, j'ai pas de problème. Mais entre votre circonscription et l'Assemblée nationale, là aussi, vous avez plutôt intérêt que vos parlementaires ils soient en circonscription au contact des citoyens en même temps qu'ils viennent siéger à l'Assemblée nationale. Après, moi, par exemple, qu'on pose la question de la rémunération des députés en tant que tel, ça, par contre, je trouve que c'est un débat pas très élevé. Oui, mais on pourrait en discuter parce que elle est pas très élevée, mais elle est quand même plus importante que le salaire médian ou le Donc salaire elle est de... En France, elle est à peu près, une fois que elle est à peu près un peu plus de 5 000 € par mois, net. Ouais, net. Et 7 000 bruts, à peu près. Oui, c'est ça, à peu près. Alors après, en fonction des formations politiques, certains, nous c'est notre cas, reversent une partie de leur indemnité à leur formation politique. Mais ça, moi, je serais pas opposé à la discussion. Après, pour le dire franchement, les avantages des anciens premiers ministres, là, il y avait quand même quelque chose d'un peu indécent que quelqu'un qui a été Premier ministre il y a 20 ans continue à bénéficier des moyens de l'État. Encore une fois, je ne veux pas donner l'impression, moi je suis prêt à ouvrir y compris le débat sur les parlementaires, mais le débat n'est pas tout à fait le même. Mais les parlementaires, ils sont en exercice aujourd'hui quand même. Donc nous, ça fait d'ailleurs depuis de longues années qu'on dépose à chaque année à l'Assemblée nationale en commission des finances des amendements sur les avantages des anciens premiers ministres. Monsieur Lecornu semble enfin avoir une révélation. Donc ça c'est quand même un premier pas que vous saluez. En termes de symbolique, c'était quand même important qu'il le fasse. Il était temps. Les jours fériés? Oui.
La suppression du les jours fériés. projet Bruno des Jeudi, jours fériés. vous savez comme moi que c'était l'épouvantail de M. Bayrou et que tout le monde savait que de toute façon ça allait être retiré pour essayer de faire passer la pilule. Donc si vous voulez présenter ça comme une avancée, mais moi je ne crois pas que ça soit une avancée. Et surtout ça a quand même beaucoup mécontenté les Français quand même. C'est vrai. C'était la mesure qui était la plus... c'est vrai. La plus... On peut dire qu'il n'a pas réussi son coup. Qui suscitait le plus d'opposition. C'est vrai qu'en tout cas, ça a sans doute agi comme une forme de déclencheur. Mais quand M. Le Cornu dit qu'il va retirer la suppression des jours fériés, encore une fois, il ne dit pas qu'il va supprimer le reste. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ou par exemple l'année blanche, parce que ce qu'il appelle l'année blanche, en vérité, c'est une année rouge pour le pouvoir d'achat. C'est que l'inflation ne soit pas prise en compte. Ah bah oui, mais donc ça veut dire que les pensions de retraite ne sont pas revalorisées sur la base de l'inflation, donc que les retraités perdent du pouvoir d'achat, les retraités pauvres en particulier, que l'allocation adulte handicapé n'est pas revalorisée sur la base de l'inflation, donc que les personnes qui bénéficient de l'allocation adulte handicapé perdent du pouvoir d'achat, que vous avez plusieurs centaines de milliers de Français qui ne payent pas d'impôt sur le revenu aujourd'hui et qui devraient en payer demain parce que le barème de l'impôt sur le revenu ne serait pas réindexé sur la base de l'inflation. Donc c'est une saignée en termes de pouvoir d'achat qui est peut-être moins symbolique que les jours fériés, mais qui va avoir des conséquences sociales et économiques dramatiques. Sur un tout autre sujet, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Olivier Faure quand il propose de pavoiser toutes les mairies du drapeau palestinien? Pourquoi pas? Je pense que c'est symboliquement une initiative qui, à mon avis, pourrait avoir de l'importance, mais et M. Gedge dit qu'il faudrait mettre drapeau palestinien et drapeau israélien. Ça c'est pas entendable. Pourquoi? Mais pour une raison simple, c'est que, pardon, mais aujourd'hui, le gouvernement de M. Netanyahou, qui est aujourd'hui le gouvernement de l'État d'Israël, mène, pardon, je sais que certains, vous êtes peut-être encore les derniers, contestent l'utilisation de ce terme, mais encore ce matin, une commission de l'ONU dit qu'elle a récolté les preuves d'une caractérisation de génocide pour l'action qui est commise par le gouvernement de Netanyahou aujourd'hui à Gaza. Donc pardon, mais vous n'allez pas mettre au fronton de nos mairies le drapeau d'un État qui aujourd'hui est accusé de commettre un génocide. Même s'il a, cet État, plusieurs otages retenus par le Hamas à Gaza. En fait, Mais il a plusieurs otages retenus par le Hamas et moi je demande, comme depuis le début, leur libération, évidemment. Mais le fait qu'il y ait des otages détenus par le Hamas ne justifie pas de commettre un génocide et de massacrer des dizaines de milliers d'hommes, de femmes, d'enfants. Vous avez vu encore les images de l'intervention terrestre qui a été engagée par On va revenir d'ailleurs le sur cette gouvernement intervention de l'armée de M. Netanyahou. Franchement. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le prenez pas mal, je veux quand même le dire, que je suis quand même choqué que, y compris sur cette chaîne, vous continuez à donner la parole au porte-parole de l'armée israélienne, quoi. C'est-à-dire que imaginez une minute que vous êtes en train de donner la parole au porte-parole d'une armée qui est accusée de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de commettre un génocide. Est-ce que vous auriez donné la parole au porte-parole de l'armée russe? Non, vous l'auriez pas fait. Donc là, franchement, je vous le dis pour vous, mais je le dis pour tout le monde. On donne également la parole aux organisations qui travaillent sur place à Gaza. C'est pas une minute pour le bourreau et une minute pour la victime. Donc je suis désolé, mais à un moment, il va falloir, pardon, je l'ai pris. Alors, je ne fais pas la comparaison, mais Dimitri Peskov, le porte-parole de M. Poutine, s'exprime sur toutes les chaînes françaises. Bah écoutez, je ne crois pas que vous l'ayez invité en duplex. Mais moi, personnellement, je vous le dis, ça m'a choqué. Donc on a eu l'ambassadeur russe, effectivement, aussi. J'ai l'habitude de dire ce que je pense. Et je suis choqué de l'absence de prise de conscience en France dans le monde médiatique et politique, parce que je crois que dans le peuple, par contre, cette prise de conscience, elle a eu lieu aujourd'hui du fait que notre inaction sur ce sujet agit comme une forme de complicité par rapport à ce qui est commis aujourd'hui à Gaza et qui nous sera reproché pendant des années et des années. Manuel Bompard, puisqu'on en parle, effectivement, c'est l'armée israélienne qui a annoncé le lancement aujourd'hui de cette offensive terrestre massive à Gazaville. Est-ce qu'il faut plus de sanctions contre Israël? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est pas plus de sanctions, il faut peut-être commencer à ce qu'il y en ait une de sanctions. Non, mais il y a le président de la République qui, normalement, la semaine prochaine, va reconnaître un État d'Israël. Un État de Palestine. Monsieur Tréhard, reconnaître l'État de Palestine ne servira strictement à rien si, en plus de la reconnaissance de l'État de Palestine, il n'y a pas... Vous savez que c'est un acte diplomatique très important. Écoutez, on m'a demandé ce qu'il faudrait faire. La France pourrait, ça fait déjà depuis des mois et des mois qu'elle pourrait le faire. C'est simple, très simple ce qu'il faut faire. Décréter des sanctions contre le gouvernement de M. Netanyahou. On parlait de la Russie tout à l'heure. Il y a eu 18 trains de sanctions au niveau européen contre les oligarques russes et le gouvernement russe. Pas une seule fois il y a eu des sanctions contre le gouvernement de Netanyahou. Décréter un embargo total sur les livraisons d'armes. Comment se fait-il
qu'encore cet après-midi, il y avait une cargaison qui partait de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour livrer des composants militaires pour fabriquer des armes qui ensuite sont utilisées dans un génocide. Comment on peut accepter ça? Suspendre l'accord de coopération économique qui existe entre l'Union européenne et Israël. Comment vous pouvez justifier qu'on continue à commercer et à faire bénéficier à l'économie israélienne d'un accord de coopération économique? À un moment, il va peut-être falloir se réveiller. Madame van der Leyen si doit s'exprimer là-dessus demain. Oui, mais j'entends, Monsieur Trehar, mais si c'est à la fin, c'est comme la reconnaissance de l'État de Palestine, si vous voulez, pardon, mais si c'est pour reconnaître un cimetière, ça sert à rien. Donc à un moment, il va peut-être falloir se bouger. Moi, je suis indigné, en vrai, je suis bouleversé par ce qui se passe et je comprends pas pourquoi on passe en permanence notre temps à essayer de venir parler de politique, de polémiques futiles, de diversion, pour ne pas poser la vraie question, c'est pourquoi on fait rien pour arrêter ce génocide. J'entends votre indignation et votre soutien à l'endroit des Palestiniens. Quand votre interview a été annoncée, j'ai un lycéen de Marseille qui a 16 ans, qui s'appelle Clément, qui m'a saisi d'une question. Je le fais rarement, mais j'ai trouvé sa question assez... voilà, il dit dans son lycée être victime de harcèlement parce qu'il est de confession juive, qu'il est traité de sale juif, que on remet sa place en cause dans notre pays. Et il me dit, est-ce que vous pourriez demander à Manuel Bompard pourquoi il n'organise jamais de rassemblement contre l'antisémitisme croissant dans le pays et pourquoi vous ne dénoncez pas, j'allais dire, haut et clair comme vous venez de le faire pour, Je vais vous répondre, pour la reconnaissance de la Palestine et les mesures que vous voulez prendre contre le gouvernement Netanyahou. Pourquoi vous n'avez pas des mots aussi hauts et forts pour défendre les Juifs de France et notamment Clément, ce jeune lycéen en seconde dans un lycée à Marseille, votre ville d'élection? Monsieur Jeudi, je vais vous répondre, mais vous me rendez obligé de dire quelque chose. Depuis plusieurs mois, et pardon, vous ne pouviez pas le savoir, Oui. je reçois des mails, des messages sur Instagram. Et d'ailleurs, j'ai porté plainte, y compris auprès du ministère de l'Intérieur, parce qu'il y a une personne qui crée On des... reçoit aussi beaucoup. Non, mais je vous le dis, qui crée des... Je vous le dis pour ça, après je répondrai au fond de votre question. Qui crée des faux comptes sur les réseaux sociaux, qui à plusieurs reprises m'a envoyé. La première fois, on m'a envoyé un message en me disant précisément la même chose que ce que vous êtes en train de dire. Je suis un lycéen, je suis victime de harcèlement. Attendez, je vais vous dire. J'ai à l'époque pris contact avec le rectorat pour savoir si ce lycéen existait ou pas. Et le rectorat m'a dit ce lycéen n'existe pas. Donc je vous le dis parce que vous ne pouviez pas le savoir. Maintenant, ça existe. Pour le fond du sujet. Ça existe. Moi, j'ai toujours... Vous dites pourquoi vous n'organisez pas, ce n'est pas vrai. Quand il y a eu, par exemple, l'agression il y a quelques semaines, quelques mois, du rabbin d'Orléans, mais moi, j'ai appelé à participer au rassemblement de soutien au rabbin d'Orléans qui avait été agressé. Des élus insoumis d'Orléans y étaient présents. Et que, évidemment, que si une personne est attaquée, violentée, insultée, menacée ou agressée parce qu'elle est juive, mais évidemment, elle a tout mon soutien et toute ma solidarité. Et je n'ai jamais eu un seul mot qui donne l'impression de quelque chose de différent que ça. Donc je vous le dis, là, vous ne pouviez pas savoir sur ce cas-là. C'était juste une question, monsieur Bompard. C'est pas... Il y a beaucoup de Français qui... mais je vous réponds, qui pensent je pense de manière franche et de manière claire. Peut-être qu'on peut le discuter, mais il y a beaucoup de Français qui considèrent que les insoumis ne dénoncent pas de manière haut et fort l'antisémitisme qui est croissant dans notre pays. Les faits, les chiffres le montrent. Vous avez raison et je pense que mes propos sont très clairs sur ce sujet. Donc je vous ai répondu clairement. Maintenant, je dis attention, à chaque fois qu'il y aura de l'antisémitisme, que quelqu'un, et c'est vrai pour l'antisémitisme, comme c'est vrai pour l'islamophobie, pour toutes les formes de racisme, à chaque fois qu'une personne en France est ciblée en raison de son origine, de sa confession religieuse, de sa couleur de peau, eh ben, elle trouvera la France insoumise, ses militantes, ses militants à ses côtés. Et une fois que j'ai dit ça, je vois bien aussi comment certains essayent, et je ne mets pas de côté les vrais problèmes d'antisémitisme qui malheureusement existent dans ce pays. Qui sont très nombreux. Et je vois bien comment, de la part du gouvernement israélien, de M. Netanyahou lui-même, toute critique maintenant donne lieu à des accusations en antisémitisme, alors que ça n'a rien à voir. On peut tout à fait dénoncer l'antisémitisme et être totalement révolté par l'action du gouvernement de M. Netanyahou. Et quand on critique l'action du gouvernement de M. Netanyahou, ça ne fait pas de nous un antisémite. Précisément l'inverse. On peut à la fois, et je pense que tout le monde doit s'astreindre à cette même discipline, et que je veux même vous dire, parce que moi j'ai pas de problème à le dire, que si une fois il y a une personne en France qui confond la lutte, le combat pour la solidarité avec le peuple palestinien et le combat contre l'action du gouvernement de Netanyahou, et qui confond ça avec une forme de haine pour les citoyens juifs de France, mais je lui dis, mais tu te trompes complètement, tu n'as rien compris au problème dont on est en train de parler. Dans le même ordre d'idée, on peut être sensible à la cause palestinienne, et vous l'êtes, et condamner fermement
et dire que le Hamas est un mouvement terroriste. Yves Tréhard. Vous pouvez le dire. Mais vous m'avez déjà fait le coup la dernière fois. Non, vous pouvez le dire. Je pense, je vais répondre à votre question, mais franchement, au bout d'un moment, je ne vais pas continuer à jouer à cette petite comédie. Moi, je vais vous dire, monsieur Tréhard, il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été déposés par la Cour pénale internationale. Ces mandats d'arrêt, ils ciblent les dirigeants du Hamas et monsieur Netanyahou et monsieur Galland, qui sont des ministres israéliens. Moi, j'ai dit depuis le début, je soutiens ces mandats d'arrêt. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour vous faire la démonstration que, évidemment, donc vous dites les actions que le Hamas est aussi un mouvement terroriste. Mais je vous ai dit que le Hamas, et sur le plateau ici, vous étiez là, il y a à peu près 3 mois, je vous ai déjà répondu à cette question, que je n'ai aucune difficulté à dire que le Hamas a un mode opératoire terroriste. La France, d'ailleurs, qui dénonce... J'ai aucun problème à dire ça. La France qui dénonce ce soir une campagne destructrice de la part de l'armée israélienne qui n'a pas de logique militaire. Juste, parce qu'il y a des questions qui madame, nous... vous voyez, on parle, on fait des communiqués le soir même. C'est pas à vous que je m'en prends. Non, bien sûr. Mais on fait rien. Et depuis des mois et des mois, on fait des communiqués pour dire qu'on condamne, qu'on n'est pas content, que c'est pas bien. La France qui reconnaîtra donc l'État de Palestine le 22 septembre, mais vous vous dites que ça ne sert à rien. Je dis ça ne sert à rien si... Avec cette reconnaissance, ça fait des mois et des mois qu'on la demande, mais ça ne sert à rien si c'est pour faire une reconnaissance de l'État palestinien à titre posthume. Alors, on va revenir aux questions de nos téléspectateurs qui évidemment sont très intéressés par ce qui va se passer le 18 septembre en France, donc cette grande manifestation. Manuel Bompard, Monsieur Bompard, pourquoi politiser la manif de jeudi ? C'est pas moi qui la politise. Je crois que les gens, quand ils vont se mobiliser jeudi, ils vont porter des revendications qui sont des revendications politiques. Quand vous demandez la hausse des salaires, à la fin, c'est une revendication politique. Quand vous demandez l'abrogation de la réforme des retraites, parce que moi je défends l'abrogation de la réforme des retraites, c'est une revendication politique. Mais vous aviez politisé la manif du 10 septembre. Mais pareil, ce n'est pas moi qui ai politisé la manifestation du 10 septembre. Enfin, madame, les gens, quand ils manifestent... Vous l'avez complètement récupéré. Mais non, mais arrêtez avec ça. Enfin, qu'est-ce qu'on a fait ? On a appuyé, d'ailleurs, M. Jeudi le sait, parce que c'est dans une tribune qui a été publiée dans le journal qu'il dirige. On a fait une tribune pour dire qu'on soutenait cette mobilisation et pour dire qu'on se mettait en appui, qu'on se mettait en soutien. Et après, on nous a dit, vous cherchez à la récupérer. Et puis 2 jours plus tard, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts ont appelé à soutenir ces manifestations et personne n'a dit qu'ils étaient en train de récupérer ces mobilisations. Alors, parce que quand c'est la France Insoumise, il y a plus de gens qui en parlent, ça devient de la récupération, c'est pas sérieux. Enfin, on peut quand même soutenir une manifestation tout en considérant que l'ensemble des gens qui vont participer à cette manifestation, je leur demande pas d'être d'accord avec la France Insoumise, moi je leur ai pas demandé, et je dis à tous les gens, allez manifester jeudi, faites grève jeudi, et je dirais pas que vous êtes tous d'accord avec la France Insoumise. Alors justement, peut-être qu'on peut faire un point pour les téléspectateurs insomniaques qui nous regardent encore. Quelle heure là ? Minuit 10 ? Ça va, minuit 20, ça va. Les blocages, ça donne quoi, Samy ? Ah oui, moi je viens donner les mauvaises nouvelles ce soir. C'est vrai qu'il faut s'attendre à une situation chaotique pour jeudi, en particulier à la RATP. Alors les lignes automatiques 1 et 14, pas de problème. Pour la 4 non plus, ça devrait aller. Mais alors pour les autres, le trafic, regardez, sera très perturbé partout ailleurs avec un service qui sera assuré uniquement aux heures de pointe. En gros, prenez pas le métro si vous pouvez jeudi. Sur le RER, c'est pareil, ça va être la galère, trafic très perturbé sur l'ensemble du réseau. Et si vous pensiez d'ailleurs prendre le bus, eh bien non plus, le trafic sera même interrompu sur certaines lignes. Il sera normal sur le tramway, mais alors dans l'ensemble, en région parisienne, ça va être quand même très dur, ça va être un peu un enfer pour les utilisateurs, mais c'est jour de grève et c'est en tout cas le jeu. Toujours à Paris, si vous prenez votre voiture, attention à ne pas aller du côté de la place de la Bastille, de la République ou de la place de la Nation. Vous allez croiser sans doute Manuel Bompard. Non, vous serez à Marseille. Je serai à Marseille. Vous serez à Marseille, absolument. Tout le monde a participé à Marseille. 10h30 au Vieux-Port. Voilà, c'est dit. Du côté du TGV, parce que beaucoup vont prendre le TGV, enfin... cas pour jeudi, ça devrait aller. 90% des TGV qui circuleront avec un intercité sur 2 et 3 TER sur 5. Ah, les TGV circuleront dans la grande majorité. Dans la grande majorité, absolument, ça circulera plutôt pas mal, 90%. On peut aller manifester à Marseille. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. On peut aller manifester à Marseille. Mais bon, si vous êtes à Paris, vous pouvez aller manifester place de la République aussi, c'est moins loin. Globalement, à Marseille aussi, si vous voulez. Globalement, c'est vrai que la fonction publique est très mobilisée. Alors, également, dans
l'éducation nationale, puisque à Paris, par exemple, vous avez 90 écoles au moins qui seront fermées sur 626. Taux de grève à Paris, 45%. C'est beaucoup, donc prévoyez, comme à chaque grève, vous pouvez prévoir avec votre employeur de rester en télétravail pour garder les enfants ou tout simplement rester à la maison et travailler sagement. Bah, écoutez, moi je serai là jeudi avec Julie voilà, nous on sera là. à la même heure. Vous n'avez pas peur que ça crée un petit ras-le-bol quand même, les blocages à répétition Madame, moi, évidemment qu'une journée de grève, c'est le principe, ça pèse sur le pays et donc il y a des gens qui peuvent en subir les conséquences. Moi, je veux dire aux gens, il vaut mieux une journée de galère pour avoir ensuite des perspectives en termes de pouvoir d'achat, d'égalité, de justice fiscale et de justice sociale qui soient meilleures, plutôt que des mois et des mois de galère parce qu'on veut pas faire la grève ou la manifestation une fois. Vous voyez, donc des fois, bah oui, c'est pas marrant pour tout le monde parce qu'il y a des gens que ça va peut-être embêter, mais il vaut mieux y aller bien fort une bonne fois et c'est comme ça qu'on peut gagner ensuite des victoires et changer la vie des gens. Dernière question, il y a d'autres dates prévues vous prévoyez d'organiser d'autres manifestations les jours à venir? Je crois que déjà, j'ai entendu, mais je veux pas récupérer, madame. J'ai entendu que des initiateurs du mouvement du 10 septembre appellent d'ores et déjà à des rassemblements, si j'ai bien entendu, sur les places de la République dimanche, le 21 septembre, puisque le 21 septembre, peut-être vous ne le savez pas, mais dans l'histoire de France, c'est la date de l'abolition de la monarchie, de la royauté en France. Donc il y a des gens qui pensent, et je trouve que c'est pas mal, parce que l'objectif de ces mobilisations, c'est aussi de tourner la page de la Ve République, de la monarchie présidentielle. Donc je pense que le 21 septembre, c'est bien de se mobiliser. Puis après, je pense qu'il y aura encore d'autres dates dans les prochains jours. 800 000 personnes attendues selon les autorités. Ça sera donc ce jeudi 18 septembre. Merci beaucoup, Manuel Bompard, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.